Rebonjour. Donc, je vais présenter avec mon collègue donc Mérez Ribi du CESBio les travaux, on va dire les travaux qui sont assez récents sur la cartographie de l'humidité des sols à l'échelle parcellaire. Et puis, donc moi, je parlerai plutôt de ça, même si c'est des travaux qui sont en partenariat avec le CESBio et avec Mérez en particulier. Et puis lui, il parlera des indices de sécheresse. Donc moi, je suis INRAE et je viens de l'UNAMER Tétis. Alors, je commence donc par l'humidité du sol à très haute résolution spatiale. Donc, pour fixer les idées, humidité du sol à très haute résolution spatiale, en gros, on va fournir des estimations donc de l'humidité à l'échelle de la parcelle. Alors, il est possible évidemment de fournir une estimation à une échelle subparcellaire, mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas possible de le faire à l'échelle du pixel, puisque vous allez le voir par la suite, c'est la cartographie qui est faite à partir des images radar, et en imagerie radar, un pixel tout seul ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, il y a beaucoup du bruit, donc du speckle dessus. Alors, donc le contexte, bon, je suis pas très doué dans ça, parce que moi, je suis pas thématicien, hein. Donc, la cartographie de l'humidité, c'est quelque chose qui est très important, en particulier en milieu agricole. Bien sûr, à l'échelle de la parcelle, évidemment, et ça pour de nombreuses applications, que ce soit en agriculture, en hydrologie ou en risque. Aujourd'hui, il y a plusieurs missions satellitaires qui fournissent des estimations de l'humidité du sol. La plupart de ces missions fournissent des estimations de l'humidité du sol à des résolutions qui sont assez grossières. Donc, en gros, avec SMAP ou avec ASCAT ou avec SMOS, on est sur des estimations de l'humidité sur des pixels qui sont au mieux à 1 km, et en général, c'est plutôt 9 km ou 25 ou 35 km par 35 km. Bon. Récemment, grâce à l'arrivée des capteurs satellitaires Copernicus, donc Sentinel-1 pour le capteur radar et Sentinel-2 pour les capteurs optiques, donc Copernicus Land fournissent seulement pour le territoire européen des cartes d'humidité, mais à une échelle ou à une résolution qui sont de 1 km par 1 km. Autrement dit, aujourd'hui, l'estimation de l'humidité à l'échelle fine n'existe pas. Alors la méthode, je vais aller très vite, mais avant de rentrer un petit peu dans le détail, c'est juste pour fixer les idées. Pour la cartographie de l'humidité, en tout cas dans ce que je vais présenter, la méthode elle est basée sur l'imagerie radar, mais elle utilise aussi l'imagerie optique. Donc pour donner quelques informations à ma collègue, donc bon, l'imagerie optique et l'imagerie radar sont assez différentes parce que déjà ils n'utilisent pas la même longueur d'onde. En imagerie optique, on est sur des toutes petites longueurs d'onde, visibles, infrarouges, alors qu'en imagerie radar, on est plutôt sur les hyperfréquences, c'est-à-dire on est sur des longueurs d'onde qui sont au moins 1000 fois supérieures aux longueurs d'onde qui sont utilisées par les images optiques. Première caractéristique. La deuxième, et c'est en lien avec la longueur d'onde, c'est que l'atmosphère est transparent pour l'imagerie radar, alors qu'il l'est pas, il est plutôt perturbateur pour l'image optique. Autrement dit, si on est dans un milieu nuageux, si le capteur y passe la nuit, avec l'image radar, il n'y a pas de problème d'avoir des images, alors qu'avec les images optiques, en tout cas dans le visible et dans l'infrarouge, ou dans le proche infrarouge, il n'est pas possible d'avoir des images. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Et puis on va arriver maintenant plus à la base du développement de la méthode, c'est que en général, l'imagerie optique, elle est assez utile, assez performante pour suivre, on va dire, la croissance de la végétation, hein, pour calculer des indices en lien avec la croissance, le stress, etc. Alors que les images radar, c'est une information qui est un peu plus complexe en termes d'image. Et puis, elle va nous renseigner principalement sur deux choses très importantes qui sont l'humidité du sol et la rugosité du sol. Alors là, quand je dis humidité et rugosité, je donne cet exemple quand on est sur des sols nus, quand il y a de la végétation, évidemment l'interaction avec la végétation est importante. Donc l'information radar, elle est très utile quand on parle humidité et rugosité, puisqu'en fait le signal radar est très sensible au contenu en eau, que ce soit du sol ou de la végétation, mais aussi à la rugosité, c'est-à-dire à tout ce qui est un petit peu micro ou macro topo. Alors maintenant, j'arrive un petit peu à la méthode. J'ai parlé du radar, rapidement, j'ai parlé de l'optique. Ce qui a changé un petit peu le monde il y a 5 ans, c'est l'arrivée des capteurs Copernicus, donc des capteurs européens, Sentinel-1 pour les capteurs radar, Sentinel-2 pour les capteurs optiques. Donc c'est une constellation pour chacun de 2 capteurs, et le fait qu'il y ait une constellation de 2 capteurs fait qu'on a une image à peu près tous les 5 jours ou tous les 6 jours, ça dépend si on est en imagerie radar ou en imagerie optique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de répétitivité temporelle, on est sur quelque chose qui est assez adapté à la gestion des territoires. Alors assez, là encore, c'est pas forcément
génial, mais c'est quand même beaucoup mieux que les premiers capteurs où on avait des répétitivités de l'ordre de 20 jours, voire un mois. Donc, vous voyez, on est passé des capteurs première génération où la répétitivité, elle était d'environ un mois, à des capteurs où la répétitivité, elle est meilleure que la semaine. Donc, évidemment, on est sur quelque chose qui se prête bien au développement de méthodes pour la cartographie, on va dire, de l'humidité, mais aussi de la rugosité à l'échelle des bassins. Et puis, la deuxième information qui est importante, c'est la résolution spatiale. 10 mètres, bon, évidemment, aujourd'hui, 10 mètres, ça peut s'avérer insatisfaisant pour certains. Cependant, il y a encore 5 ans ou 10 ans, tout le monde rêvait des 10 mètres, parce qu'on était sur des capteurs qui étaient de 20, 30, 40 mètres. Vous voyez, donc c'est quand même une révolution aussi. Et puis évidemment qu'on s'intéresse à l'échelle de la parcelle, et quand la parcelle elle est d'une taille à peu près assez importante, les 10 mètres par 10 mètres est assez satisfaisant. Alors, bon, maintenant j'arrive à la méthode. Donc Tethys, depuis une vingtaine d'années, travaille sur l'humidité du sol, alors que pas Tethys, avant j'étais au BRGM et je travaillais sur les mêmes thématiques. Et c'est à peu près 15 ans après qu'on est arrivé à quelque chose qui tient à peu près la route. Donc c'est juste pour dire qu'il ne suffit pas de lire une image et d'appuyer sur 3 boutons pour avoir quelque chose qui tourne. Tourne, ça ne veut pas dire performant et parfait. Quelque chose qui répond au moins en partie aux besoins. Bon. Donc aujourd'hui, donc il y a un algorithme opérationnel qui tourne et qui est mis en production sur le site du pôle TEIA avec le soutien évidemment du CNES. Donc ça, il faut qu'on le dise assez souvent parce que c'est un soutien qui est aujourd'hui indispensable. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont faites ne pourront plus être faites. Hein. Donc Tethys a développé un algorithme opérationnel avec des soutiens, avec le soutien de l'INRA et bien évidemment, mais du CNES pour le développement de la méthode et aujourd'hui pour la production. Donc cet algorithme s'appelle S2MP, on s'en fiche un peu, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il utilise des images radar et des images optiques. Alors, il est basé principalement sur les images radar, donc il peut fournir des cartes d'humidité du moment où le capteur passe. Donc on n'est pas sensible aux nuages. Par contre, on utilise aussi des images optiques pour mieux modéliser la contribution de la végétation. Parce qu'une parcelle agricole, ce n'est pas que du sol nu, c'est du sol nu et de la végétation. Et donc pour connaître un petit peu la contribution de la végétation dans le signal qu'on va analyser, donc on va utiliser cette image optique et en particulier des indices comme le NDVI et comme le LAI. Alors, tout de suite, je pars sur les résultats. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec des formules. Donc, les cartes d'humidité, aujourd'hui, elles sont produites et encore depuis quelques années sur de nombreux sites en France et à l'étranger. Les données, donc les cartes d'humidité sont gratuites. Tout le monde peut aller les télécharger. On demande juste le nom, le prénom et l'adresse email pour faire quelques stats. J'espère que le CNES continuera à soutenir cette production pour que la production continue. S'il y a un territoire sur lequel il n'y a pas des cartes d'humidité et que vous avez des projets, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On pourrait faire un effort pour faire cette production sur vos territoires à vous. Alors après, si je regarde un petit peu le résultat, enfin c'est juste pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'humidité du sol qui est estimée, on a les précipitations. Donc il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur ce point-là. Il y a la température, et puis à la verticale, donc vous avez, donc à la verticale, pardon, je dis les choses mieux. À la verticale, il y a les précipitations, et puis ici vous avez l'humidité qui est estimée. Alors ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement pluvieux, on a une augmentation de l'humidité, donc ce qui est normal. À la limite, c'est l'inverse qui ne le serait pas. Donc, si vous regardez, à chaque fois qu'il y a une augmentation de l'humidité, c'est parce que tout simplement, il y a eu des précipitations. Et cette information, elle est importante parce que ça répond en partie à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin forcément des données pluviométriques pour résoudre la question de l'irrigation? La réponse, en tout cas, pour notre méthode d'irrigation, vous allez voir la présentation par la suite, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin, parce qu'on a montré que l'estimation de l'humidité qu'on pouvait obtenir, pas à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle d'une grille de 5 km par 5 km ou 10 km par 10 km, était fortement corrélée avec les précipitations, et donc on pouvait fournir une information sur l'irrigation sans avoir en entrée des données de précipitation, puisque les données radar, comme je viens de le montrer ici, sont fortement corrélées avec les précipitations. Alors, sur le site de TEIA, comme je le disais, vous avez des cartes. Donc, elles sont gratuites, elles sont sur de nombreux territoires. Au pire, il y a une carte tous les 6 jours. Et au mieux, il y a tous les orbites qui ont été traitées. Donc, ça veut dire que vous pouvez, sur certains territoires, avoir des cartes d'humidité sur environ vingtaine de fois
par mois. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'il y a un orbite qui passe en partie sur le territoire, enfin sur le site, sur les sites d'études, l'inversion elle est faite et la carte d'humidité elle est faite, donc elle est fournie. Donc vous avez des cartes de ce type-là. Donc l'estimation de l'humidité elle est faite principalement sur les parcelles de grande culture. Donc là, en entrée, on utilise le RPG. Alors qu'il soit bon ou mauvais, on est obligé de partir de quelque chose. On aurait pu partir d'Ozo, mais ça aurait été la même chose. Par contre, sur des territoires à l'international, on utilise des cartes d'occupation du sol qui sont faites dans le cadre de Copernicus à des résolutions de 100 mètres par 100 mètres. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise les cartes de NDVI de Sentinel-2 pour resegmenter cette carte d'occupation du sol. C'est-à-dire, on a une carte d'occupation du sol qui est un peu grossière, à 100 mètres par 100 mètres. On injecte des indices NDVI dans le temps, et en fait, on voit très bien, en injectant ça, la limite des parcelles. Et donc, en resegmentant, on arrive à avoir, on va dire, un contour de parcelles qui correspond mieux, on va dire, à des unités homogènes. Hein. Donc, le but, c'est pas de dire c'est du blé ou du maïs, on s'en fiche. On part d'une carte qui dit là, c'est des grandes cultures. On segmente pour avoir, on va dire, quelque chose de plus fin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Normalement, il y a un README qui explique un petit peu. Et puis, nous sommes donc à votre service si vous avez besoin d'informations sur ces cartes-là. Alors, les limitations, évidemment, comme je le disais, rien n'est parfait. Et celui qui vous dit qu'avec la télédetection, on va tout faire, il vous ment. Aujourd'hui, la télédetection est un outil, rien d'autre. Et d'ailleurs, si vous regardez les cartes d'occupation du sol, les plus belles cartes d'occupation du sol, c'est celles qui sont faites par photo-interprétation. C'est pas compliqué. Si vous voulez faire une carte d'occupation du sol sur un territoire et le commanditaire, il vous dit j'ai besoin d'une précision meilleure que 95%, ou voire proche du 100%, eh bien, vous pouvez utiliser la télédetection, mais si vous n'avez pas N personnes derrière les machines pour faire de la photo-interprétation, vous allez fournir une carte à 80%, et le gestionnaire, il va zoomer à côté de chez lui, et si par malheur, à côté de chez lui, il sait que c'est une prairie, et la classification a mis autre chose, il ne regardera pas la suite, il dit c'est de la merde, je ne veux plus entendre parler. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est que la télédetection est un outil, il aide à faire un diagnostic, ça nous permet d'aller plus vite même dans notre photo-interprétation, mais il faut se dire que la télédetection, si on l'utilise seule, elle permet de répondre en partie à des questions, mais par contre si on est sur quelque chose d'extrêmement fin et d'extrêmement précis, ça pourrait s'avérer, on va dire, insatisfaisant. Alors pour les cartes d'humidité, la principale limitation, c'est le couvert végétal. Alors, c'est pas une question de la méthode, mais la méthode peut être foireuse aussi, hein, mais c'est parce que tout simplement, on utilise des capteurs radar en bande C, Sentinel-1 s'il est en bande C, 6 cm de longueur d'onde, donc la pénétration dans le couvert, elle peut s'avérer limitée pour certains types de cultures. Et donc, comme le signal ne pénètre pas le couvert végétal et n'atteint pas le sol, quand on va inverser le signal radar pour estimer l'humidité, du moment où on n'a pas une information sur le sol, vous comprenez bien qu'on ne peut pas fournir une estimation de l'humidité du sol. Okay. Donc c'est une limitation qui est plutôt instrumentale ou technologique, voilà, parce qu'en fait pour certaines cultures on peut avoir une pénétration qui est assez faible avec le signal Sentinel-1 qu'on utilise en entrée, voilà. Alors la précision aujourd'hui, elle est de l'ordre de 6%. Bon, 6%, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous allez sur une parcelle et vous me dites là je sais que c'était 20% et vous avez dit 40%. Non, là c'est une précision globale, c'est-à-dire on a un échantillonnage sur un territoire, sur certaines parcelles c'est un petit peu parfait, sur d'autres un petit peu moins bien, mais globalement quand on calcule le RMSE, qui est un indicateur de précision, on est sur des précisions qui sont de l'ordre de 6%. Et puis, comme dans ce processus, on n'utilise pas la rugosité de surface, en tout cas pour l'instant, donc on se retrouve en général avec une surestimation de l'humidité quand la rugosité est importante pendant la période de labour, et on peut se retrouver aussi avec une sous-estimation de l'humidité sur des périodes de l'année qui sont assez courtes, où on a donc un semis où le sol il est vraiment bien damé. Mais en tout cas, le principal problème, c'est pendant le mois ou les 2 mois où il y a des gros labours. Seulement quand il y a des gros labours, parce que là, on peut se retrouver avec une surestimation de l'humidité. Alors, l'estimation de l'humidité, dans cet algorithme-là, elle est faite seulement sur les grandes cultures et sur le prairie. Donc, ça veut dire les vignes, les vergers ne sont pas inclus, parce que c'est une cible qui est complexe, qui est différente. Et donc, si un jour on doit travailler sur cette thématique, c'est pas du tout les mêmes approches qui seront utilisées. Parce que là, je l'ai pas dit, mais là, la méthode, elle est basée sur des approches physiques. C'est-à-dire, on part d'une modélisation physique du signal radar, alors que pour la vigne, ça ne sera pas le cas, puisque 2 parcelles de vigne n'ont aucune chance d'être pareilles, parce qu'il y a du ferraille, il n'y a pas, c'est jeune, c'est vieux, etc.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, aujourd'hui, on fournit les cartes à l'échelle de la parcelle, mais on peut les faire à des échelles plus grossières. Voilà, j'ai terminé. Merci. Donc, je passe la parole à Mérez. On va passer aux choses sans limitation, c'est ça? Alors, je vais vous parler des indices de sécheresse. En fait, on a parlé jusqu'à maintenant, Nicolas a parlé des hautes résolutions. Là, on va aller à des résolutions beaucoup plus larges. Donc, voilà, le contexte, je pense que vous le connaissez tous, c'est un contexte de changement climatique, d'événements extrêmes, particulièrement des sécheresses de plus en plus importantes, dont la durée et aussi des fréquences. On sait bien, notamment en Méditerranée, on observe ces événements extrêmes de manière très fréquente. Il suffit de voir, par exemple, ces dernières années, le Maroc a subi 3 ans de sécheresse. Nous, voilà, de manière saisonnière, ça arrive de manière très fréquente. Ça devient quasiment, on va dire, chaque été, il y a ces événements sur des régions. Donc, la question, c'est comment quantifier et identifier ces événements de sécheresse. Évidemment, il y a des outils qui fonctionnent très bien pour le suivi de la sécheresse météorologique à travers les indices de sécheresse qui sont développés depuis très longtemps, avec souvent des réseaux météorologiques qui fonctionnent depuis très longtemps, donc des bases très très fiables, mais ça décrit principalement la sécheresse météorologique et ça prend pas nécessairement en compte la sécheresse agronomique ou hydrologique, et particulièrement agronomique, qui n'a pas nécessairement, c'est pas totalement corrélé en termes de fonctionnement de ces phénomènes, parce que on peut bien trouver des précipitations qui n'arrivent pas au bon moment, avec parfois une grosse pluie, mais pas nécessairement, on va dire, représentative d'une période donnée, etc. Ce qui affecte pas nécessairement l'indice de sécheresse, mais ça peut apparaître sur la sécheresse agronomique. Donc l'idée, c'est de partir sur des séries temporelles. Il faut savoir que on a parlé de Copernicus qui permet de fournir des données haute résolution depuis quelques années, mais on a surtout des données, des séries qui deviennent très très intéressantes et très riches, de données qui sont acquises depuis 20, 30 ans, donc ce qui donne vraiment une source d'informations très très riches sur les états des surfaces continentales. Donc là, je cite des exemples de données optiques qui donnent une information sur le couvert végétal, sur sa dynamique, et puis il y a des données qui sont acquises depuis maintenant 15-20 ans sur des produits radars comme celui-là. C'est pas des SAR, c'est pas des images, c'est des données de diffusiomètre à radar, donc des résolutions plusieurs kilomètres, mais qui sont habituellement utilisées à l'échelle globale. Donc l'idée, c'est d'utiliser des informations, comme Modix, c'est de l'ordre de 1 km, la ASCAD, c'est des produits à 12 km, pour aller vers des informations de description d'anomalies liées à la sécheresse. Donc la méthode, c'est prendre ces données-là, ces différents types de données, différents types de sources, et à travers ces séries temporelles, faire des analyses statistiques pour identifier des anomalies. Des anomalies principalement, lorsqu'on s'intéresse à la sécheresse, c'est une baisse de l'indice qui peut être un indice optique comme le NDVI ou d'autres indices qui donnent une information sur un contexte de sécheresse avec une baisse de la végétation. Et l'humidité des sols, on a évidemment parlé de l'humidité de surface, mais ces produits comme le produit ASCAD, il permet de donner l'humidité de surface de manière quasi quotidienne. Et derrière, il y a des approches entre physique et empirique qui permettent, à travers des filtres, de proposer un produit racinaire, c'est-à-dire un profil de 1 mètre sur une information quasi quotidienne. Donc l'idée d'utiliser ce profil d'humidité racinaire, cette dynamique de végétation, voire la température de surface qu'on peut intégrer aussi à travers d'autres données, pour analyser statistiquement ces informations et extraire des événements, des anomalies. Donc là, on peut travailler sur une sorte de vecteur. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits de manière séparée sur différents indices. Un indice d'anomalie Vegetation Anomaly Index, ça peut être Moisture Anomaly Index, pourquoi pas la température. Et l'idée, c'est aussi de travailler sur des indices séparés et de travailler aussi sur des combinaisons. On verra pourquoi l'intérêt de mélanger ça. Donc, on a travaillé, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à l'échelle du pixel. Notre idée, c'est d'aller aussi vers un contexte qui s'approche des gestionnaires et décideurs. Donc, ce qu'on a pris comme choix, c'est d'aller vers des structures administratives. C'est-à-dire, à la place
de fournir au gestionnaire une information pixelaire et à lui de générer, on va dire, une interprétation, donner juste un indice ça peut être au niveau du département, ça peut être au niveau de la région. Comme ça, statistiquement, on a une information combinée qui couvre un peu tous les pixels utiles sur cette région. Alors, les performances, c'est donc d'abord, il s'agit d'un contexte évidemment basé sur des données, sur des mesures satellites. Dans un contexte où on a un contexte fortement anthropisé comme l'agriculture, où il y a de l'irrigation, etc., évidemment, l'interprétation des données, c'est à prendre avec parfois une certaine vigilance, parce que dans un contexte où il y a de l'irrigation, la végétation, elle ne va pas pousser de la même manière qu'un milieu naturel qui est affecté réellement par le climat. Donc évidemment, même si on propose parfois des produits généraux, il peut y avoir des bruits liés à ce contexte d'agriculture. Généralement, ça peut arriver qu'il y a plusieurs satellites qui ont été acquis sur plusieurs périodes, sur 20 ans. Donc voilà, il faut juste vérifier que ces données sont bien calibrées, ce qui est généralement le cas actuellement. Les produits qui sont fournis sont généralement, on a eu des échanges pas mal avec des gestionnaires et décideurs, le retour est généralement très positif. D'ailleurs, on a installé ces produits chez des décideurs, notamment dans les pays de l'Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie. Et puis, donc, par rapport aux indices météorologiques, c'est ce que je disais avant, il y a un complément d'information. Ce complément d'information, c'est permettre de détecter parfois des choses qui n'arrivent pas encore avec un indice météorologique, ou parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire un indice météorologique qui est mauvais, mais on verra des exemples où la végétation continue à pousser parce que le contexte est adapté malgré tout au développement météorologique. Voilà, donc les aspects utiles en dehors de cet aspect complémentaire, parce que évidemment il ne s'agit pas de dire on jette tout ce qui est indice météorologique et on va s'intéresser juste aux données satellites, c'est vraiment un aspect complémentaire à ce qui existe en météorologie, et ce qui est proposé est clairement très très intéressant. Un aspect qui peut être très utile dans certains pays, évidemment, où il y a une absence d'informations, de réseaux de pluviomètres, surtout d'historique suffisamment important pour avoir des analyses statistiques des précipitations. Ce type de données peut être très très utile, voire des discontinuités dans les mesures, etc. Et puis, c'est ce que je disais, voilà, pour le moment, on a installé nos produits sur la France, sur le Maghreb, et on travaille sur l'élargissement sur toute la Méditerranée. Donc ça, c'est des illustrations de contexte de travail qu'on a fait, par exemple, en Afrique du Nord, avec ces structures de zones, de régions, de départements. Donc pour chaque département, si on prend une année agricole, 2017, 2008, 2015, 2016, 2017, etc., on voit ici la dynamique du couvert végétal. Là, c'est les statistiques sur les 20 ans de données. Pour l'humidité des sols, la même chose, les statistiques. On voit bien qu'il y a des temps, et là, c'est le cumul de précipitations. Et ce qu'on voit, c'est que le contexte, il varie d'un état à un autre. Par exemple, ici, on voit une humidité qui augmente et d'un seul coup, elle chute. Un débit de problème, je dirais, de sécheresse saisonnière. Vous voyez bien que la végétation continue à pousser parce qu'elle est basée principalement sur la réserve d'humidité qui a été acquise au début de la saison. On voit parfois des contradictions. On a une chute d'humidité, une augmentation de la végétation. Et inversement, par exemple, on peut trouver des débuts de saison de sécheresse avec, par exemple, une baisse de l'humidité, la végétation continue à pousser. Et inversement, la fin de la saison, par exemple, la fin d'un événement de sécheresse, on peut voir une humidité qui monte et la végétation qui continue à baisser un moment avant de reprendre aussi la dynamique liée au stock d'eau. Donc voilà, tout ça, ça peut être interprété à travers ces différentes analyses statistiques. Donc on prend ces différentes mesures qui sont à une résolution temporelle de l'ordre de 15 jours, ce qui paraît suffisant pour notre analyse. Et donc ça permet d'avoir des statistiques. Lorsqu'on a là, c'est une illustration sur une année, mais on travaille avec toutes ces informations sur les 15-20 ans de données avec une mesure chaque, par exemple, 15 jours pour avoir une statistique finale de ces informations. Là, c'est une autre illustration. On a pris en compte cet aspect, je dirais, anthropique.
où on voit ici 2 sites, un site en Espagne, une zone irriguée, avec autour quelques zones naturelles, et un site en Tunisie, zone pluviale. Et on a essayé de mettre en avant ce côté, on va dire, anthropique et l'effet de l'irrigation. Et l'idée, c'est de prendre pas seulement la végétation, mais prendre un indice combinant l'humidité des sols et la végétation. Et cette combinaison, je dirais, cette pondération entre la végétation et l'humidité, on l'a aussi adapté à un contexte saisonnier. Parce qu'on sait bien, si on est à la fin de l'été, l'humidité des sols, elle est de manière générale très faible. Donc, on ne va pas se baser sur des statistiques dessus. On va la pondérer avec un poids très faible. On va donner plus de poids, par exemple, à la végétation et inversement dans des contextes, par exemple, à la fin de la saison agricole. Voilà. Donc ça, un autre aspect, c'est la recherche d'analogues. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a des saisons, de plus en plus avec des événements de sécheresse qui peuvent durer 1 an, quelques mois. Et l'idée, c'est de chercher à l'année N, par exemple 2022, on va essayer de trouver sur l'historique qu'on a l'année la plus proche. Et on commence à identifier cette année la plus proche à travers des distances euclidiennes des différents vecteurs de sécheresse. On commence à partir, par exemple, de novembre, on monte vers décembre, janvier, février, etc. Évidemment, on va trouver l'année la plus proche, la statistique et on va dire la précision va augmenter avec les mois qui avancent. Et ça permet, l'idée, c'est que le gestionnaire ou le décideur pourrait avoir une idée relativement approximative de ce qui peut attendre le contexte agricole dans un contexte d'une année, par exemple, comme celle-là, 2007. À la fin, on voit bien que 2016, elle colle très bien avec, voilà, une distance relativement faible. Donc, on retrouve quasiment la même distance. Et on voit même avant, à partir de mars, avril, on commence à avoir l'année la plus proche qui colle vraiment avec ce contexte de sécheresse annuelle. Évidemment, parfois, lorsque l'année elle est très très sèche, trouver un historique correspondant, on ne va pas coller facilement avec ce type d'année. C'est 2015 où il y avait des sécheresses très très importantes. Alors, ce qu'on a fait, on a développé des petites applications, une plateforme. Je suis désolé, les sites ne marchent pas, on a eu un petit piratage, donc on attend que ça soit réparé. Mais l'idée, c'est de prendre des données de manière automatique à partir des données qu'on peut trouver sur différents sites, à la NASA, sur le Copernicus, etc., d'aller les chercher. On va dire, on n'a pas besoin d'opérateurs chaque fois pour aller chercher les données. Et chaque 15 jours, on a une information qui va s'ajouter au niveau des statistiques. Et après, on refait les calculs des statistiques chaque fois qu'on a la mesure, sur les 20 ans, par exemple, de données. Et ça donne ça. En fait, ça, c'est typiquement, ça, c'est l'anomalie de végétation, l'indice de sécheresse lié à la végétation. Ça, c'est l'indice de sécheresse lié à l'humidité. Et on a ces informations qui sont renouvelées chaque 15 jours. Voilà. C'est ça l'idée. Donc après, il suffit de cliquer sur une région. Malheureusement, j'ai oublié de mettre la carte de la France. Il y a ça s'appelle Mehdi. On a Freddy pour la France. C'est le même principe, sauf que en France, on a l'échelle de la région. Si on zoome, on a aussi une information au niveau département pour aller chercher ce type d'indice et donc voir tout de suite, par exemple, au jour J, est-ce qu'on est à un indice négatif où on a la sécheresse. Si on est à moins 1,5, c'est vraiment la grosse sécheresse. C'est par rapport à l'écart type. Hein. Si on est au-dessus de 0, assez au-dessus, c'est une date humide. Voilà, donc c'est ça vraiment le principe. Et donc pour le moment, comme je l'ai dit avant, je suis désolé, là on a les serveurs qui sont bloqués, mais j'espère que ça va être réglé dans les prochains jours. Et voilà, c'est disponible, c'est pour voilà, toute connexion, on peut aller chercher l'information de la région qui nous intéresse. Voilà, merci beaucoup.